On a encore beaucoup de choses à voir et ça tombe bien parce que 4 experts, plus Alison, notre Alison nationale, est avec nous pour l'investissement en 2025. Exactement. Un petit mot pour commencer de l'investisseuse des réseaux. Mais en fait, le meilleur conseil, peu importe l'année, allez-y. Allez-y de la bonne manière. Il faut effectivement avoir les bases. Mais une fois que vous avez les bases, il faut vraiment y aller. Je pense qu'il y a une dizaine de choses à savoir vraiment où investir, comment on fait pour analyser le marché et tout. Ouais. Si on sait ça, il faut foncer. Bon, on va voir ici avec nos experts en plateau. Donc, Alexandre, toujours avec nous. Nous avons le deuxième Alexandre, qui est effectivement investisseur à Marseille, agent immobilier, et conseil en gestion de patrimoine. Enfin, disons que tu cumules plusieurs casquettes. Hein. Oui, on a toutes les casquettes de l'investissement immobilier et de l'immobilier. C'est ce qui nous permet d'avoir une vision à 360 sur le marché. Bon, alors, Marie, qui est avec nous également, bon, elle fait partie des meubles maintenant, il faut le savoir. Il va falloir être très gentil avec elle. Alors, nous avons Eric Weiss qui est avec nous, qui est professeur à l'université d'Annecy, c'est ça? Oui. Directeur dans la section économie, c'est ça? Économie, immobilier, finance. Voilà, président de la Fédération des marchands de biens, investisseur de longue date, marchand de biens. Donc, je le disais en première partie, on a un top 5 des villes qui est Niort, Angers, Nantes, Toulouse et Montpellier. Est-ce que, Alexandre, tu confirmes ce classement ou est-ce que tu as un autre point de vue ? J'ai un autre point de vue, c'est encore une fois, il faut que ça corresponde à des objectifs à atteindre. C'est toujours regarder le delta qu'on va avoir entre la valorisation foncière et le prix au mètre carré locatif qu'on va avoir. Si on a un bon ratio, déjà on sait que ça va être un investissement qui va potentiellement s'autofinancer. Donc quand on débute notamment, on va aller rechercher cet autofinancement-là. Voilà. Mais sinon, j'ai envie de dire, on peut investir partout. Partout. Voilà, ça, c'est important. Bon, Marseille en 8e position, ça t'inspire quoi, Alexandre? C'est faux. C'est faux. C'est ça le problème. Voilà. Bon, c'est ça. Faux. C'est en 14e, Non, pardon. mais 8e, c'est déjà bien. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que Marseille, si je dois défendre Marseille, mais pas que de manière objective, on a un prix du mètre carré qui est disparate avec des rentabilités élevées, une ville qui évolue bien, on a pris plus 40% les 5 dernières années, et surtout, ce qu'on oublie... Mais est-ce qu'on n'a pas mangé notre pain blanc, justement? Non, si pas ça a du tout. augmenté autant? Non, ça va encore augmenter, et on est la 2e ville de France, la 8e ou 9e en termes de prix au mètre carré. Donc on a encore une marge de manœuvre, et c'est surtout dans l'investissement locatif, pour compléter ce que dit Alexandre, c'est à la fin du bail qu'on paye les musiciens. Donc du coup, pensez à sa valeur de revente, l'intégrer dans sa rentabilité, pensez à sa gestion, pensez aux coûts indirects de l'investissement immobilier qui viennent entacher des fois très largement sa rentabilité. Bon, Marie, est-ce que tu confirmes un peu ce classement? Alors on l'a vu tout à l'heure dans la première ou la deuxième partie, tu nous disais Villefranche, Lyon et Saint-Étienne. Et Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, je crois que tout le monde est d'accord. Saint-Étienne, aujourd'hui, on peut acheter un appartement de 50 mètres carrés aux alentours de 60-65 000 euros, avec une location d'environ 500-550 euros par mois. Donc ça fait une rentabilité à 9%. Donc 9%. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'en pense le professeur? Le professeur. Il faut juste se méfier effectivement des personnes que l'on place en location à ces prix-là. Parfois, il vaut mieux descendre un petit peu le prix de location et se payer le luxe de choisir son candidat. Alison, est-ce que tu confirmes ce classement? Moi, en fait, j'ai toujours investi autour de chez moi. Bon. Donc, je conseille d'investir près de chez soi parce que c'est plus simple à gérer. On est à côté, on est dans le vif du sujet. Bon. Je vivais à Metz et à Luxembourg. J'ai investi à Metz et à Luxembourg. Je vis à Aix, j'ai investi à Aix. Voilà, en fait, on trouve investir autour de près de chez soi. Est-ce que c'est un bon plan, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? En limite, moi je rejoins ce que dit Alison. Quand on investit près de chez soi et là où on connaît, moi j'ai le même adage. Moi c'est pour ça que j'ai investi qu'à Marseille. Parce qu'on limite, on peut se tromper de 10%, on peut se tromper de 15%, mais on ne va pas se tromper de 80% quand on investit chez soi. C'est ça. Exactement. On connaît les valeurs locatives, on connaît la demande, donc on a des informations natives qui nous sont propres. Le petit conseil de Eric sur un profil d'investisseur, le couple de 40 ans qui a sa résidence principale, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire pour réaliser un investissement en 2025 ? Alors, tout dépend de son revenu. S'il a un revenu relativement élevé, on va dire plus de 6 000 euros à deux, il peut viser des villes qui se sont fortement dépréciées, mais dont on sait qu'elles vont repartir très fort. Exemple. Lyon, Paris, l'Est de Paris, bon voilà, je pense qu'on ne prend pas... Des grandes villes à fort potentiel, sur lesquelles les prix au mètre carré sont quand même assez élevés, mais sur lesquelles on a une possibilité d'augmentation des prix. Bien sûr, parce qu'elles sont connectées aux grands centres de recherche universitaires, à la technologie, aux grandes entreprises, etc. etc. Donc ça, on
va dire que c'est la valeur sûre. Maintenant, si les revenus sont un petit peu moins élevés, peut-être qu'il faudra se tourner vers des villes où la rentabilité est meilleure pour des problématiques de trésorerie, tout simplement. Par exemple, comme Villefranche, par exemple. Elle a pu le caser, comme Villefranche, oui. On a beaucoup d'investisseurs lyonnais qui viennent investir à Villefranche. Mais pour compléter, ce qu'il faudrait dire à tout le monde, c'est, moi je dis, il faut faire attention aux petites villes ou aux moyennes villes. Les grandes villes, qu'est-ce que ça offre ? Ça offre une liquidité très facile à la revente. C'est-à-dire la facilité que j'ai à revendre mon bien en cas de problème, en cas de changement de situation, en cas de besoin de trésorerie, etc. Et ça, c'est vraiment, ça doit être analysé comme un facteur clé dans l'investissement locatif. Mais alors là, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'on parle d'investissement, mais j'aimerais qu'on explique à nos téléspectateurs qu'en fait, on peut investir pour plusieurs raisons. Donc, l'investissement pour louer, est-ce que ça s'accompagne automatiquement d'une réflexion sur la revente ? Pas forcément, ou qu'est-ce qu'en pense Marie, par exemple ? Non, pas forcément, puisque si on achète aujourd'hui pour mettre en location, c'est pour aussi un revenu complémentaire. Ouais. Donc il n'y a pas forcément... Je crois que là, j'ai un petit sourire. Un petit sourire là. Hein. Il faut toujours penser à la revente. Oui, il faut penser à la revente. Pourquoi ? Parce que en fait, la revente va te donner une faculté d'arbitrage, par exemple, à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oui, d'accord. Mais... Oui, mais regarde, si non, tu mais prends Alexandre, Marie, elle a un exemple. exemple quand même d'un investisseur chez elle. Raconte-nous, c'est hallucinant. Les fameuses Love Room. Oui. Alors, allons-y sur la Love Room. Donc, 2 Love Room à l'achat, plus les travaux, 200 000 euros. Aujourd'hui, c'est 6 000 euros de revenus mensuels. Donc, c'est plus de 30%. Avec 1 200 euros de mensualité. Ouais. Donc, on a un cash flow positif de près de 4 000 euros. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je pense qu'on connaît... est-ce qu'on a fait une bonne affaire avec un bien ou pas ? On va le savoir qu'à la revente. Parce que si on l'a loué pendant 2 ans à 6 000 par mois, mais qu'en fait, quand on le revend, on perd 150 000 euros, on n'a rien gagné au final. Oui, mais si je le loue pendant 10 ans à 6 000 euros... Oui, mais ça, on ne sait pas. Ah, voilà, si entre-temps, il se passe un truc, il y a une loi qu'on ne peut plus faire de Airbnb Exactement. ou quoi, qu'est-ce qu'on fait avec notre bien ? Donc, sur des petites superficies, on ne risque pas grand-chose. On risque pas de ça, par contre, je suis d'accord avec Airbnb, Abritel et toutes les autres plateformes de location saisonnière. Mais si on achète une petite surface, il n'y a pas de risque. Le risque, il est minime, mais moi, ce que je calcule toujours, c'est quand j'achète un bien, une fois que j'ai mes travaux finis, il faut au moins, au pire, que ce soit au prix du marché, et au mieux, normalement, on est censé même gagner de l'argent. Voilà un bon conseil, c'est-à-dire qu'en fait, le prix auquel on va pouvoir revendre est quand même décisionnel quand on fait un investissement. Éric ? Oui, parce que c'est la vraie rentabilité. Sinon, le rendement locatif, il n'y a pas de problème. Ça, sur Excel, on peut tous avoir presque du cash flow positif. Oui. Mais si on ne raisonne pas sur des hypothèses toujours, de revente, c'est pas... Non, mais enfin, en tout cas, on peut trouver des endroits où sur Excel, ça marche. Ouais, c'est ça. Sauf que, attention, à la revente. Là où je ne suis pas totalement d'accord, c'est tous ceux qui font des love rooms, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent servir un petit besoin. Il n'y a pas 50 000 personnes qui ont besoin d'aller se loger dans une love room. Ah donc tu as peu de besoins. Ah bah ça n'engage que toi, non, attends, cher Alexandre. Il y en a qui ont des gros besoins, je te le dis comme ça. Oui. Et je vais au bout de mon propos. Oui. C'est que souvent, c'est des investissements peu onéreux. Donc ce qui veut dire que tu as potentiellement énormément d'investisseurs qui demain peuvent en faire. Donc imaginons, tu viens faire une zone, comme certainement ton client, il est sur une zone, demain, il y a 20 investisseurs qui ont la même idée. Et bien, ce taux de remplissage, il sera beaucoup moins important. Donc tu vas peut-être plus couvrir tes frais, etc. Par mois. Non, mais, mais sur un horizon 15 ans, 10 ans, 20 ans, c'est compliqué. Non, mais tu peux faire les suites Marrakech, tu peux faire les ciné-rooms, etc. En fait, si tu veux, le logement atypique. Tu peux les rendre thématiques pour rendre plus attractifs. Le logement atypique, c'est un très bon sujet. Est-ce qu'il faut en faire ? Oui, parce que ça vient répondre à un besoin, etc. Et à un besoin de rentabilité. Je suis totalement d'accord. Mais... Le seul truc, c'est qu'il faut le faire de façon professionnelle, parce qu'au moment de ta revente, tu vas revendre à qui ? Tu ne vas pas revendre à une famille qui veut s'installer là. Tu vas revendre à un investisseur. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas revendre le fonds de commerce, entre guillemets. C'est plus ça que tu vas revendre que la valorisation foncière du bien. En fait, pour résumer le débat, quand on investit, quand on veut faire du logement atypique, la rentabilité le prix d'achat doit être calculé sur une rentabilité en location classique ou meublée. D'accord. Derrière, le logement atypique, les locations de courte durée, c'est du plus. Et ça, c'est le critère principal quand on achète. Et 2, si je dois le revendre, est-ce que ça convient à une famille ? Est-ce que j'ai le double casquette, ça convient à un investisseur ? Et est-ce que ça convient à une résidence principale ? Si je module mon logement de ces deux manières-là, je ne peux pas faire d'erreur. Bon, alors vous êtes très intéressant, le temps passe très vite. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. On est dans la partie interactive. On va écouter une première question des téléspectateurs. Vos questions, leurs réponses.
Bonjour, moi c'est Inès de Nantes et je voulais savoir, est-ce qu'il faut d'abord commencer par un investissement locatif ou plutôt par une résidence principale ? Bon, alors ça, c'est une question intéressante. Est-ce que, Eric, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, est-ce que la réponse théorique, je vis dans un endroit où les loyers, finalement, sont relativement élevés par rapport au prix d'achat, j'achète. Et je vis dans un endroit où les loyers sont relativement faibles par rapport au prix d'achat, je n'achète pas. Ça, c'est la théorie. Mais on va ouvrir le débat. Bon. Il en pense quoi, Alexandre? Il faut toujours acheter sa résidence principale? On entend bien les grands-mères, les mères qui disent « Mais arrête de dépenser de l'argent dans ton loyer, mets-le pour acheter ton bien. » Mais ils ont raison. Non, moi je suis assez friand de la résidence principale. Le seul conseil qu'on pourrait donner, c'est de bien respecter son taux d'endettement sur la résidence principale et se faire un peu moins plaisir que ce qu'on pouvait se faire il y a quelques années. Il ne faut pas aller à son plafond des 35% sur la résidence principale. Il faut laisser de la place à pouvoir investir à côté. Alors, on est quand même dans une émission, je dirais, d'actualité. Donc, en 2025... est-ce qu'il faut investir dans sa résidence principale? Marie? Bah oui. Oui. Comme en 2024 et comme en 2026. D'accord, bon. Oui, il faut investir. J'aimerais qu'on me dise... Non, il faut investir dans sa résidence principale parce que les taux se stabilisent. Dans tous les cas, il faut investir, se faire peut-être un petit peu moins plaisir. La chose à savoir qui est primordiale, c'est que les loyers vont augmenter avec l'inflation. On a parlé dans l'émission d'avant de 400, un studio à 650 maintenant. Sauf que les taux de crédit n'évoluent pas. Ouais. Quand on investit dans sa résidence principale, on a plus facilement accès à un prêt de 25 ans, ce qui est plus difficile dans l'investissement locatif, pas impossible, mais plus difficile. Et ça, c'est des facteurs qui font qu'on capitalise. Et de dire que d'investir la résidence principale bloque son taux d'endettement, contrairement si on le loue, dans les deux cas, dans le taux d'endettement. Bon, en 2025, c'est un bon plan d'investir dans sa résidence principale ou pas? C'est un bon plan. En plus de ça, c'est pour ceux qui vont acheter pour la première fois. Il y a encore le prêt à taux zéro qui a été élargi, etc. Donc il y a des choses qui sont quand même très avantageuses de faire la résidence principale. Deuxième question. Salut, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans, j'habite à Paris, je souhaiterais faire un investissement locatif à Marseille et j'aimerais savoir quelles sont les opportunités et les risques pour 2025. Merci. Ah bah, alors là, Marseille, là, Alexandre, elle a une bonne idée Elle a une excellente idée, bien entendu. À Marseille, je le conseille. Marseille, c'est une ville qui est très particulière parce que le prix moyen ne veut rien dire. On peut investir de 800 € le mètre carré autour de la gare Saint-Charles, quai central, jusqu'à 4, 5 000, 6 000. Donc moi, je lui conseillerais d'investir sur des rentabilités entre 5 et 8%. Ça va lui limiter son risque. Avant, ça va lui demander trop d'argent. Après, ça va être un risque un peu trop élevé pour un investisseur. Bon, on va parler j'aimerais que, pour qu'on ne s'y perde pas dans les termes techniques, que Eric, le professeur, nous explique ce que c'est qu'un cash flow. Cash flow positif, si j'achète de l'argent à 4%, il faut que je le vende 8 ou 9 pour commencer à équilibrer mon modèle. Oui, c'est hyper compliqué, c'est hyper compliqué là. Non, mais en fait, il y a plus d'argent qui rentre à la fin du mois que ce qui est sorti pour rembourser le crédit. Ça, c'est la théorie. On est très, très à la bourre, les amis, vous avez été parfaits. Notre Jean-Philippe National est en train de piétiner pour l'interview de Christelle Chollet. On se retrouve pour le débrief tout de suite après et on écoute les aventures extraordinaires de Christelle.